Salut à tous, bienvenue dans le canapé des métiers, saison 1, épisode 5. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on retrouve Virginie qui est infirmière, qui a fait infirmière depuis 10 ans. Ensuite, elle a fait une reconversion professionnelle pour être photographe. Cet épisode elle sera divisé en deux parties. Donc la première partie, on va aborder son métier d'infirmière et ensuite, dans la deuxième partie, on parlera du métier photographe et pourquoi la reconversion professionnelle. C'est parti, c'est tout de suite, let's go. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai travaillé en tant qu'infirmière dans 4 services différents, puis j'ai travaillé en tant qu'infirmière libérale pendant 2 ans et je me suis reconvertie en tant que photographe. Je suis spécialisée dans l'émotion familiale et dans le portrait d'enfant. Nickel. En plus d'un coup, c'est vraiment bien. Du coup, tu as fait infirmière pendant 10 ans. De base, c'est quoi qui t'a orienté vers ce choix professionnel ? Alors, ce choix professionnel m'a été insufflé par ma famille qui croyait vraiment au métier médical. J'étais très douée à l'école, donc j'avais de très bonnes notes. La voie scientifique était naturelle pour ma famille et assez naturelle dans mes compétences scolaires. Et c'était pas forcément ce que je voulais faire, donc j'ai fait de la réticence, passé le bac. Je suis partie travailler un peu à l'usine, un peu partout. Et au bout d'un moment, quand j'ai voulu me lancer dans le fait d'être pour moi, de vivre en fait, d'avoir mon appart, tout ça, je me suis rendu compte que l'argent que je gagnais en usine n'était pas top. Et je me suis dit, bon, si j'allais faire un vrai métier. Et j'avoue que le côté financier, ça joue beaucoup aussi. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'étais toujours dans l'aide aux personnes, l'empathie, tout ça. Je cherchais vraiment un métier alors je m'étais tournée vers ergothérapeute, donc toujours un peu dans le métier médical. Mais j'avais trouvé un chéri et il fallait que je parte du côté de Paris. Et j'ai choisi de rester finalement ici. Et donc, je me suis tournée vers infirmière. D'accord. qui m'a valu le droit de toute ma famille de dire « Non, on te l'avait dit de le faire depuis le début !» Et donc, voilà. Et ce qui m'a en fait orientée aussi vers ce métier, c'est qu'à ce moment-là, il y avait la possibilité d'avoir une aide au retour à l'emploi. Et ce qui fait qu'en fait, j'étais rémunérée pendant mes études. Ah oui, et ça c'était bien. Du pain béni, le fait de vouloir m'installer, de pas dépendre juste de mon conjoint qui du coup gagnait déjà sa vie et de pouvoir contribuer aussi à la vie du foyer tout en faisant mes études, c'était important. J'avoue que c'est ce qui a fait que du coup dans tous les milieux un peu médicaux comme ça, j'ai quand même choisi cette voie en me disant qu'en plus ça ouvrait on pouvait travailler dans plein de domaines différents. Et donc finalement j'étais assez convaincue de faire ce travail. J'avoue intéressant, très intéressant. Du coup, on va plus approfondir ton métier justement d'infirmière que tu as fait pendant 10 ans. Devant toi, tu as 3 petites fiches. Okay. Je te laisse choisir une fiche au hasard. Chaque fiche a un thème un peu différent. Okay. Et une fois que tu auras choisi la fiche, tu me la remettras et on discutera sur ce thème pendant quelques minutes. Okay. Donc vas-y, je te laisse choisir. Celle-ci. Let's go. Formation et compétences. C'est parti. La réalité des études d'infirmière, c'est quoi ? Est-ce que déjà c'est dur physiquement, mentalement ? On apprend quoi ? Comment ça se déroule en fait ? Alors la réforme a changé entre le moment où moi j'étais en études et au moment où je suis sortie des études. Il y a eu une réforme qui a permis de valoriser les infirmières sur un bac plus 3 parce qu'on faisait 3 ans d'études après le bac, alors qu'on était considéré comme un bac plus 2 parce qu'on faisait pas une licence. D'accord. Donc en fait, il y avait une espèce de guéguerre en fait, d'injustice parce qu'on faisait 3 ans effectifs, mais on n'était pas reconnu comme ayant un niveau de licence parce qu'on faisait ça dans une école. Et pas dans une fac avec une licence au bout. Et donc cette réforme a changé pour valoriser les 3 ans et nous permettre aussi après de rentrer dans les classes A sur la catégorie des métiers. Moi, j'étais encore dans la réforme précédente, donc on avait des mises en situation professionnelles sur le terrain qui étaient extrêmement stressantes, qui nous faisaient travailler parfois jusqu'à 1h du matin, où on devait faire des soins auprès de patients, mais avec un jury derrière notre dos, et ce qui fait que c'était hyper stressant. On devait remettre un dossier patient long comme le bras. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment stressant. Après, en termes d'apprentissage, c'était intéressant parce qu'on avait des vrais intervenants du milieu professionnel qui venaient nous donner cours. Et souvent, on avait des médecins qui allaient être spécialisés dans un domaine. Donc, quand on devait apprendre la cardiologie, on avait un vrai cardiologue qui venait nous faire cours. Et donc, ça, c'était quand même enrichissant. Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours pareil, mais je pense.
Je sais juste que c'est l'évaluation sur le terrain qui a été modifiée. Ouais. C'est plutôt une évaluation, je pense, continue, plutôt que vraiment un moment de pression à chaque stage. D'accord. Donc, voilà. Et justement, en termes de stage, sur chaque année, il y avait des stages différents à faire et c'était obligatoire? Oui. Ok. Et c'était des stages, forcément, c'était vous qui choisissez vos stages ou c'était déjà attribué? On avait une liste parmi laquelle on était des groupes. Mmh. Dans ce groupe, on avait une liste et on devait se dire, moi j'aimerais aller là, moi j'aimerais aller là. Non mais moi j'ai déjà fait ça. Voilà. Donc on devait se partager au sein d'un même groupe toute une liste de stages. Alors bien sûr, il y avait parfois des déçus. Oui. Parce qu'après, c'était une question de négociation aussi entre nous. C'est un peu la petite guerre. Quoi. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'ils font des stages, mais je crois que ils font des stages, c'est sûr, mais ça a été remanié. Nous, on faisait des stages de 4 semaines, et on en faisait plusieurs dans l'année. Ouais. Là, ils font moins de stages, mais je crois qu'ils durent au minimum le double. Oui, c'est ça. Et je crois qu'en dernière année, ils ont un plus gros stage. C'est possible, ouais. C'est ça. Et justement, en études, est-ce qu'en études, on apprend quoi? On apprend les calculs de dose, on apprend plein de choses. Ouais. Et du coup, c'est quoi les trucs essentiels que eux ils vous apprennent? Tout ce qui est théorie, c'est quand même hyper important d'avoir les théories médicales, de pouvoir comprendre le suivi d'un dossier patient par des médecins. Mmh. Bien souvent, après sur le terrain, on s'aperçoit qu'on a au moins on a des connaissances qui nous permettent vraiment d'échanger avec des médecins et pas juste de se dire de quoi ils parlent. Ouais. Donc d'avoir vraiment leur vocabulaire, et ça j'ai trouvé ça très enrichissant après même dans le contact médical finalement. Mmh. Sinon, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? En dehors de la théorie, effectivement, on fait du travail pratique. Ouais. Moi, je me souviens qu'on avait fait du travail sur des mannequins, tout ce qui est prise de sang, ce genre de choses. Ouais. On apprend comme ça. Ensuite, c'est en stage aussi qu'on pratique pour vraiment. Il faut avoir des bons encadrants, évidemment. Il y a toujours des gens qui aiment encadrer et puis d'autres qui aiment moins faire ça. Puis effectivement, tout ce qui est calcul de dosage. Enfin voilà. Je pense que ça c'est la base. Ouais, c'est un peu un tout quoi. Je vais juste revenir sur les stages. Parce que moi j'ai souvent entendu dire aussi que au niveau des stages, parfois c'est aussi difficile pour les étudiants avec les tuteurs de stage, où ils trouvent ça vraiment intense. Est-ce que toi t'as vécu ça? Tuteur, qu'est-ce que t'entends par difficile avec les tuteurs? Parce que moi je sais que par exemple pendant 1 an j'ai côtoyé des étudiants infirmières, et souvent avec les tuteurs ça se passait mal, ils avaient beaucoup de pression, c'était pas la bonne entente, et du coup c'était. J'ai vécu ça aussi. Alors comme je dis, il y a des tuteurs qui adorent encadrer. Moi j'ai fait partie, une fois que j'étais moi-même infirmière, j'adorais encadrer parce que je pars du principe que en fait on démarre tous à un moment et que tant qu'on n'a pas les clés, on peut pas être un bon soignant ou un bon professionnel, quel que soit le domaine. Après, je pense que c'est aussi une volonté de vouloir transmettre quelque chose et on a la fibre en soi ou on l'a pas. Et malheureusement, je pense qu'il y a des tuteurs qui n'ont pas forcément cette fibre-là, mais qui sont obligés parce que leur métier leur demande d'encadrer. Ils n'ont pas envie. Et puis, il suffit que d'un point de vue personnalité, ça colle pas avec le stagiaire parce que je sais pas, soit il est trop entreprenant, soit il est trop introverti, finalement la personnalité colle pas. Ouais. Et moi, c'est arrivé avec une tutrice de stage qui était vraiment, je pense, proche de la retraite et sa personnalité collait pas avec la mienne. Inversement aussi, je pense. Et elle m'a mis des bâtons dans les roues tout mon stage. Ça a été très très difficile. Il arrivait sur mon stage la boule au ventre. Enfin, après c'est une réalité. Il y a des fois c'est vraiment dur. Et puis il y a des fois où c'est du pain béni. Le tuteur il est top, il nous apprend plein de choses et on a envie de rester, on a envie de comprendre. Et c'est pas les mêmes stages au final. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas les mêmes stages. Mais dans tous les cas, ce qui m'a toujours été ce qu'on m'a toujours dit de positif, c'est que même dans les stages où ça se passait mal, j'ai toujours su continuer à composer avec le soignant, parce que je pars du principe que même dans une équipe, on peut ne pas s'entendre avec quelqu'un, et que c'est pas pour autant que la continuité des soins doit pas se faire. Oui. Et il faut pouvoir dire même si notre collègue à qui, qu'on n'aime pas, les soins qu'on a fait, comment va le patient, et transmettre des informations qui soient claires et qui soient justes, au moins pour le patient. Qu'on s'entende pas avec son collègue ou avec son tuteur. C'est une chose, mais moi j'ai toujours considéré que la sécurité et la santé de mon patient était plus importante, même en tant qu'étudiante. Ouais. Et même quand j'aimais pas mes tuteurs et qu'ils m'aimaient pas, la priorité, c'était ça reste important le patient, de rester diplomate pour transmettre les informations du patient.
Est-ce que tu as eu un choc de la réalité quand t'es arrivé sur le terrain pour la première fois? Non. Non. C'était déjà assez protocolaire, je pense. Ouais, parce que comme on a fait beaucoup de stages Ouais. et dans plein de milieux, moi j'ai fait vraiment des stages dans plein de milieux différents. Je crois qu'on avait 4 stages par an de 4 semaines. Oui, du coup, du coup, je pense que j'avais vraiment réussi à balayer tous les. Mais après, je suis quelqu'un d'assez ambitieuse, et puis quand j'ai envie d'un truc, et ben je vais y aller. Je suis allée chercher les stages, où j'ai réussi à négocier les stages que je voulais avoir. L'idée, c'était de pouvoir voir un maximum de choses, et j'ai extériorisé des stages aussi. J'en ai extériorisé un à Lyon, mon stage de pré-professionnel, donc le dernier stage avant d'être diplômée. Je l'ai extériorisé à Lyon parce que alors ça peut paraître horrible, hein, mais je voulais vivre l'expérience auprès d'enfants atteints de cancer. Ouais. Donc je suis allée dans un grand centre de cancérologie sur Lyon. J'ai extériorisé un stage au Sénégal parce que je voulais vivre le côté humanitaire. Et du coup, c'est des expériences qui m'ont forgé en fait. Et justement, tu parles de stage, par exemple, t'allais au Sénégal et tout. Ouais. Est-ce que toi, l'école prenait en charge une part justement du déplacement, ou tout devait être de... C'était tout un montage de dossier. On devait aussi prouver à l'école que on s'était renseigné sur le pays. Donc on avait le droit à un stage extériorisé dans tous les 3 ans. Mais il fallait avoir forcément des bonnes notes. Enfin, il fallait que notre dossier passe pour l'année suivante. Il fallait qu'on monte un dossier qui prouve qu'on peut le rémunérer, et qu'on avait une idée globale de combien ça allait nous coûter, qu'on puisse se dire où est-ce qu'on va. Enfin, voilà, qu'on fournisse une adresse de lieu de stage. On avait des dates qui étaient fixes, et puis on avait tout un dossier à remettre sur l'organisation lui-même du pays. Donc où se trouve l'ambassade de France, comment évolue le pays en termes de communication, en termes d'hygiène, enfin dans tous les domaines finalement. Donc au final, on a d'abord dû faire un gros travail, j'ai presque envie de dire presque un reportage sur le pays avant de soumettre notre envie de stage, quoi. Et t'as trouvé ce stage-là au Sénégal comment? Je sais plus, sur le net avec on est parti à 3, on était 3 filles. Et laquelle de nous 3 a trouvé le lieu de stage, je sais plus. Mais on était dans une maison de santé à Dakar et on logeait chez l'habitant. D'accord. Bon. En vrai, c'était bien. C'est bien, ça fait découvrir un autre pays, ça fait découvrir une autre culture. Et c'était dur. C'était dur. Très loin de chez soi, tout seul. C'était des paysans. Mais moi, j'ai adoré l'expérience. J'ai vraiment adoré l'expérience, mais sur le moment, on se prend, je pense, une grosse claque dans sa vie. Moi, j'avais une 20aine d'années. Et par rapport à tout ce qu'on a ici, quand on arrive là-bas et qu'on voit des gens qui n'ont pas les sous pour se payer les soins, alors qu'ils mériteraient d'être soignés, qu'on aurait envie de le faire, mais en fait, c'est à eux d'aller payer leurs soins, c'est à eux d'aller payer leurs médicaments à la pharmacie, de les ramener à l'hôpital. On se prend quand même une grosse claque, et quand on revient ici, on se dit on a tout, en fait. C'est tellement facile chez nous. Et là-bas, parfois, on attend des jours, on voit des enfants qui sont malades et on se dit mais quand est-ce que les parents vont nous ramener quelque chose pour soigner ces enfants? Mais tant qu'ils n'ont pas les sous, ils peuvent pas, quoi. En vrai, c'est très difficile. On est bien lotis. On prend des grosses claques, et en fait, ça fait du bien aussi, parce que ça remet un peu les choses. Ok. Du coup, pour formation et compétences, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, c'était chouette. Let's go. Il reste juste 2 fiches. Je t'invite à choisir une des 2. Celle-ci. J'hésitais, mais... Quotidien du métier. Ok. Bon, la question classique, hein, ça ressemble à quoi une journée type d'une infirmière? Je pense que toutes les journées doivent être différentes, mais je pense qu'il y a un protocole, oui, quelque chose qui doit être suivi. Oui, il y a un protocole, ouais. On arrivait tôt le matin, je crois 6h30. Après, ça peut peut-être changer en fonction des services, c'est peut-être pas les mêmes horaires. Généralement, on fait une demi-heure de transmission. Donc, l'équipe de nuit transmet à l'équipe du matin, et l'équipe du matin transmet à l'équipe d'après-midi sur la relève. Donc après, nous, on fonctionnait... Enfin, moi, j'ai toujours travaillé dans des services qui fonctionnaient sur 7 heures d'amplitude. D'accord. Donc après, il y avait une relève l'après-midi, soit on travaillait du matin, soit d'après-midi, soit de nuit. Donc la transmission, ensuite on faisait un tour de chambre de tous les patients et on leur prenait l'attention à tout le monde, faisait les paramètres vitaux globaux, s'assurer de comment s'était passé la demi-journée précédente. Puis on allait... alors quand c'était le matin, bien souvent, on allait faire le tour de tout ce qui était soins d'hygiène. Les toilettes, s'il y avait besoin, des gens qui avaient besoin d'aide, tous les médicaments qui doivent être donnés à des heures spécifiques. On a des protocoles de perfusion
notamment, ou de médicaments à prendre par voie orale. On aidait les aides-soignantes pour les soins d'hygiène et ensuite, en général, on avait la tournée médicale. Donc, les médecins, le matin, venaient entre 8h et 9h, ça dépend pareil. Moi, j'ai travaillé sur mon dernier poste avant d'être en libéral, sur un service de chirurgie. Et donc, les internes, avant les opérations, venaient faire un tour encore des patients. Et puis, par la suite, dans la matinée, on avait la vraie visite médicale qui était faite pour voir les gens qui avaient été opérés et nous donner les consignes pour la journée, soit continuer la perfusion, faire des soins s'il y avait des pansements à faire, les médicaments qui allaient changer, les gens qui allaient sortir, voilà. Et dans le parcours que tu me décris, parce qu'en fait, tu es avec le médecin, tu fais les chambres, etc. Et toi, même de ton côté, quand tu dois refaire le tour du service, est-ce que toi, tu avais beaucoup d'interruptions de service? Parce que moi, j'ai déjà parlé à quelques infirmiers et ils disent souvent que justement l'interruption dans leur parcours, en fait, c'est quelque chose c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Et justement, est-ce que ça, il y en a beaucoup? Oui. C'est quoi, en fait? Oui, il y en a énormément, parce qu'il va y avoir le téléphone qui sonne, il va y avoir des sonnettes, il faut aller répondre, les aides-soignants ne sont pas forcément dispo, puis c'est pas que leur rôle. Enfin, voilà, c'est chouette, elles font un super boulot, mais c'est pas que leur rôle. Quand il y a des étudiants, on les envoie aussi un peu répondre aux sonnettes, mais bien sûr que la plupart du temps, elles vont écouter ce que le patient a à dire, mais elles ne peuvent pas répondre à la demande, donc elles sont quand même obligées de venir nous chercher. Il peut y avoir des médecins qui vont nous donner des infos et puis la demi-heure d'après, en fait, il faut plus faire ça, il faut faire autre chose. Donc ouais, il y a beaucoup d'interruptions. Puis l'après-midi, il y a beaucoup de visites. Oui. Et du coup, les personnes qui nous interpellent dans le couloir parce qu'elles ont un renseignement à nous demander, parce que elles veulent savoir si leur parent est revenu de salle d'opération. Enfin, il y a beaucoup de. En fait, il y a tout le temps du mouvement, ce qui fait que même dans une continuité de soins, c'est très très difficile il faut rester concentré en permanence et se rappeler de là où on en était. Pareil, on peut être en train de préparer une perfusion dans la salle de soins, puis quelqu'un nous interpelle, dans le calcul de dosage. Ouais. Ça doit être compliqué de se remettre dedans. Ouais, c'est perturbant de savoir où on en est. Ouais. Et justement, là-dedans, en fait, comment toi je pense que tu dois aussi gérer tout ce qui dit relationnel, mais côté famille, patient, entre famille et patient. Et du coup, ça se passe comment? Pendant les soins, ils ont le droit d'être là? J'ai envie de dire que la plupart du temps, quand c'est des soins stériles, ça non. Évidemment, tout le monde sort. Quand c'est des soins rapides, alors pansements non plus. Moi, je faisais venir personne sur des pansements tout ça. Je trouve que c'est vraiment l'intimité de la personne, peu importe où se situe le pansement. Enfin, sauf si c'est une égratignure à la jambe, mais on n'en est pas là dans un hôpital a priori. Et sinon, les seuls moments où je pouvais garder les gens dans la chambre, c'est si j'avais un médicament par voie orale à donner ou un changement de perfusion qui était rapide, qui nécessitait pas de grandes manipulations. Et voilà. Mais sinon, après, le fait d'être seul avec la personne, ça permet aussi de lui poser des questions et d'avoir des vraies réponses qu'elle ne donnerait peut-être pas s'il y a du monde autour. Oui, voilà, c'est plus un rapport intime, c'est plus dans l'intimité et c'est là où justement tu peux avoir plus d'informations. Tout à fait. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que pendant ta carrière en tant qu'inf, t'as fait face à des urgences vitales, à des décès? Oui. Et ça s'est passé comment? Comment t'as géré ça? C'est la première fois où tu fais face à un décès, ça se passe comment? Toi, de ton côté, En fait, t'es dedans, quoi. T'étais dedans? Ouais. De toute façon, c'est ton rôle et les études font en sorte de te préparer à ça, mais en vrai, est-ce que t'es vraiment prêt? Disons que théoriquement, t'as les outils pour. Oui. Après, en pratique, c'est pas toujours évident de garder son sang-froid, mais mine de rien, déjà, t'es pas tout seul. Enfin, si en libéral, j'étais toute seule, mais t'es quand même pas tout seul. Enfin, tu peux toujours appeler, déjà le médecin, au final, tu sais que tu seras pas seul. Donc, c'est différent. Tu peux appeler, en libéral, tu peux appeler les pompiers, tu peux appeler le médecin traitant. Enfin, il y aura toujours du monde et du coup, généralement, en libéral, ce qui m'est arrivé, le médecin traitant m'a donné quoi faire en l'attendant. Moi, j'ai rassuré la famille en disant que j'arrivais. On arrête la tournée là où on en est pour aller sur. Il devient prioritaire. C'est la priorité. On va pas laisser un corps mort dans un lit en attendant 3 heures, quoi. Donc, du coup, on appelle aussi les autres patients en leur disant,
ma tournée est modifiée, je reviendrai plus tard. Parce que forcément, les gens, en plus en libéral, souvent, c'est des personnes qui ont pas grand-chose à faire que de nous attendre. Ouais. Donc, quand on arrive 2 heures plus tard, même parfois un quart d'heure plus tard que ce qui était prévu, on se prend un petit peu des remarques. Donc, ouais, prévenir tout ça. Et puis sinon, à l'hôpital, c'est difficile, mais il faut agir en fait. Donc, la priorité, c'est... En fait, on est dans l'action, on sait qu'il faut agir, et puis c'est après que, émotionnellement... Parfois, ça revient et ça peut être un peu difficile. Ou alors, ça m'est arrivé une fois, le plus difficile qui a été pour moi. J'ai une fois vécu un décès en réa qui a été très dur, mais sinon, ça a été sur le terrain où je travaillais dans un service de gynécologie. La maman avait perdu son bébé et la personne est venue lui apporter... Enfin, il y a des moments comme ça où on peut faire une rencontre entre la maman et le bébé, même mort. Donc, il était tout beau. Hein. L'idée, c'était pas de lui présenter un bébé qui faisait peur. Ouais, mais ça, pour moi, j'étais enceinte. Okay. Et j'étais pas prête. Je savais pas que la rencontre allait se faire. Et je suis intervenue dans la chambre pour changer une perfusion. Et par contre, je suis ressortie de la chambre en pleurant parce que j'étais absolument pas prête à vivre ça, en fait. C'est pas comme si on m'avait prévenue en disant attention, on arrive avec le bébé, il y a la rencontre qui se fait. Et moi, je suis arrivée en tant que soignante, je posais mes perfs. Et en fait, la personne qui a ramené le bébé est arrivée à ce moment-là. Et je venais en plus de discuter avec la dame de ça, je venais de l'accompagner dans ce pré-deuil. Et en fait, je me suis pris en pleine face. C'était inattendu, quoi, c'était soudain. C'était très, très dur. Ouais. Puis surtout en tant que maman, future maman moi-même, avec les hormones et tout. J'ai tenu le coup devant, dans la chambre, tout ça. J'ai tenu la face, mais une fois que j'en suis sortie, je suis allée m'isoler quelque part, j'ai ouvert les vannes. Ouais. Mais en vrai... on vit quand même des choses qui nous remuent beaucoup. En vrai, mentalement, il faut vraiment être solide. Hein. Ouais. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais au final, pour moi, vous avez un mental de guerrier, quoi. C'est important. C'est ce qu'il faut. Et justement, je reviens un peu sur ce que tu disais au niveau libéral. Là, on a fait un peu le tour de quand tu étais infirmière en hôpital. Et en tant que libéral, en fait, ta journée, c'est quoi? Comment tu sais que tu dois aller voir tel patient? C'est eux qui t'appellent, c'est toi qui démarches les patients? On a une tournée. Alors moi, je travaillais en tant que remplaçante essentiellement. Donc moi, je faisais des remplacements. Je travaillais dans 2 cabinets. Je faisais remplacement fixe. Hein. Donc, c'était presque comme si j'étais un membre de l'équipe. J'avais des jours fixes de remplacement. Je travaillais 1 an dans un cabinet, 1 an dans un autre. Et en fait, celles qui tiennent, les titulaires du cabinet me fournissaient la liste des patients dans l'ordre dans laquelle je devais aller les voir. Alors, sur mes premières tournées, on m'avait pas forcément donné un ordre d'horaire, donc c'était un peu difficile pour moi de savoir combien de temps réel je devais passer sur place. Et je trouve qu'au début, c'est pas évident parce qu'on sait pas forcément gérer son temps et en fonction de comment on a été encadré, c'est pas non plus simple. On fait généralement une tournée blanche. Ouais. Donc une tournée où on n'est pas payé, où on accompagne juste la titulaire sur sa tournée pour voir un peu comment ça se passe. Et ensuite, moi, j'avais vraiment demandé combien de temps par personne pour avoir... Et je me notais mes horaires pour savoir qu'à telle heure, à peu près, les gens m'attendaient. Ou alors, dans le discours, je demandais aux gens à quelle heure viennent d'habitude les collègues. Voilà. Et petit à petit, on s'y fait. Au début, c'est comme tout. Hein. On commence quelque part, on tâtonne un peu, on cherche le matériel, de quoi on va avoir besoin. Toutes les maisons des gens sont différentes. C'est pas comme à l'hôpital où finalement, on doit se familiariser à un seul environnement. Là, j'avais... Sur ma 2e tournée d'inf, en libéral, on faisait 60 passages jour. 60 passages par jour? Chez 60 personnes différentes? Non, parfois on revenait midi ou soir chez des personnes différentes, mais 60 passages jour, c'est quand même énorme. C'est fou. Ouais. Et on avait une grande amplitude horaire. Je faisais 6h, 22h à peu près. 6h, 22h? Ouais, c'était horrible. Mais 6h, 22h, c'était pas... C'était une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Disons, moi je faisais pas 7 jours sur 7. Parce que 7 jours sur 7 à 6h, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est juste impossible. Donc voilà. Mais il y a des tournées, mon premier poste en libéral était beaucoup plus light. Oui. J'avais une coupure de 3 heures là, entre midi je reprenais à 15h. Voilà. Je faisais du 6h, midi, et je faisais 15h, 19h à peu près. Mais c'est pas payé pareil parce qu'en fait, en tant que libéral, on est payé aux soins. On n'est pas payé à l'heure. D'accord, vous êtes payé aux soins, mais après, je crois qu'il y a une partie que vous devez aussi au cabinet. Exactement. Et du coup, c'est à peu près combien de pourcents? 10%, 10 à 15% en fonction des cabinets. Ouais. Oh, ok.
Il me reste juste une dernière question pour cette partie. Moi, c'était un truc que j'aurais bien aimé savoir, c'est est-ce que tu as dû gérer la crise Covid? Est-ce que tu étais encore... Oui. Et... J'ai fait, justement, j'ai voulu me mettre à mon compte en tant que photographe début 2020, en me disant, je me laisse le premier trimestre pour tout planifier, mes projets, tout ça. Et finalement, je me suis retrouvée en mars. Et comme tout le monde, à être confinée et avoir tous mes projets qui étaient en stand-by, quoi. Voilà, qui sont tous passés sous le nez. Surtout que je voulais commencer à développer, donc je m'étais pas non plus lancée à fond. Et en fait, c'est cette période-là qui m'a fait reprendre ma casquette en tant qu'infirmière libérale. Donc c'est la période Covid qui m'a fait basculer dans le libéral, puisque je n'avais plus envie de retourner à l'hôpital. Je voyais très bien que mon projet photo, il allait pas pouvoir se lancer parce qu'on n'était pas dans les professionnels prioritaires. On devait fermer, en fait. Donc, j'avais à peine ouvert que je devais déjà fermer. J'avoue, ça doit faire un bon coup au moral. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est le Covid. Je vais, il y avait des cabinets qui recherchaient sur les réseaux sociaux pour du renfort et tout. Ce qui est chouette, c'est que j'avais anticipé. Quand j'ai demandé mon numéro de SIRET en tant que photographe, j'ai demandé un numéro de SIRET en tant qu'infirmière pour pouvoir faire des remplacements libéraux au cas où mon activité prendrait pas. Et je me suis dit, j'aurais besoin d'argent parce que j'aurais plus la sécurité financière d'avoir une rentrée, un salaire régulier. Et donc, je m'étais dit, au pire, j'ai cette casquette-là parce que j'ai ce métier-là et je peux toujours aller faire des remplacements de temps en temps pour renflouer. Et en vrai, ça a été de nouveau mon métier, du coup, principal pendant 2 ans. Et la crise Covid, c'était un peu particulier à gérer en tant qu'infirmière ou pas? Oui, c'est là que je faisais des grandes amplitudes horaires et en plus, on devait rajouter tous les passages pour les vaccins Covid à domicile. Moi j'ai trouvé ça. Alors après, j'ai travaillé en centre de vaccination. Là, l'ambiance était sympa, détendue, dans le sens où il y avait cette espèce de gros mouvement comme ça autour de la solidarité. Lié à cette crise où tout le monde avait l'impression de faire une bonne action. Et du coup, dans les centres de vaccination, en tout cas celui où moi j'ai travaillé, l'ambiance était plutôt chouette, c'est plutôt dynamique. Donc voilà, il y avait ce côté-là. Et puis du coup, je faisais les deux. Je faisais cabinet, centre de vaccination. J'ai pas chômé à cette période. Je pense qu'il y a pas mal de domaines musicaux. C'est sûr que pendant cette période, de toute façon, ils ont pas chômé. De toute façon, c'est ce qu'il fallait. C'est ça. Du coup, il nous reste une dernière fiche. C'est parti. C'est salaire et recrutement. En tant qu'infirmière de base à l'hôpital, c'est quoi le salaire moyen d'une infirmière ou le salaire de base? Comme ça en tête, après ça va aussi, je pense, mais je pense que moi j'étais autour de 1 700 €. Ça net, pouvait être... brut? Ouais, je crois net, ouais. Je crois que ça pouvait être un peu moins en fonction, parce que j'ai fait plusieurs services. Et puis après, c'est quand on commence aussi, après je sais plus exactement, mais moi je devais être autour de 1 700 à peu près. D'accord. Bon, pour débuter, c'est pas mal. Avec des nuits, avec des week-ends. Parce qu'on travaille les dimanches aussi. Oui, donc justement. voilà, c'est ce qui fait aussi qu'après, s'il y a des services qui sont que 2 jours, sans nuit, sans week-end, peut-être que le tarif est un peu moindre. Je sais pas. Donc voilà, parce que les primes de week-end et de nuit sont inclus dans le... Sont inclus dans les 1700. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. C'est ça, il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. Et justement, ça fonctionne comment en termes d'augmentation? Parce que je sais que ça, c'est le domaine public. Dans le domaine privé, c'est pas pareil. Nous, en domaine privé, chaque année, on est là, on dit, OK, est-ce qu'on peut avoir une augmentation? Vous avez quoi? Vous avez un système d'échelon, non? C'est ça. Et c'est pour ça que la réforme avait permis aux infirmières de démarrer un échelon plus haut. Puisque du coup, elles étaient enfin considérées comme faisant un bac plus 3. Et pas qu'un bac plus 2. Et pas qu'un bac plus 2. Et donc, ça leur a permis de démarrer un échelon plus haut, du coup, avec un salaire de base un peu plus augmenté que l'initial. Et en tant que libéral, parce que ça je sais pas si c'est un idylle, un mythe ou quoi. Je sais que souvent on dit OK, infirmière libérale, ça gagne très bien sa vie, c'est génial. Mais est-ce que ça c'est vrai ou pas? Ça gagne mieux sa vie qu'à l'hôpital, mais ça travaille pas pareil. Après t'as des amplitudes d'horaires beaucoup plus larges. Les amplitudes étaient plus larges, mais on est payé aux soins. Donc en fait, là, ça va être difficile entre des cabinets qui vont, par exemple, prendre énormément. Alors en même temps, c'est pas juste pour les patients, mais c'est juste la réalité du terrain. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est juste que des soins d'hygiène, donc des soins du corps, qui vont être plus longs qu'une injection. Parce qu'une faire une injection. C'est assez rapide par rapport au fait de faire une toilette à quelqu'un. Un soin d'hygiène est moins bien payé qu'une injection. D'accord.
Donc finalement, il y a des cabinets qui vont refuser de faire des toilettes. Parce que le fait de faire, pendant de faire une toilette, elles peuvent peut-être aller faire 3 injections chez 3 patients différents. Et ce qui va leur ramener non seulement plus, mais en plus, 3 fois, quoi. Ouais. En plus, c'est quand même il y a quand même un côté financier, business derrière, quoi. Exactement. Et en même temps, c'est une réalité parce que, tout le monde a envie de vivre et pas de travailler pour rien. En plus, l'autre réalité, c'est que faire un soin, comme une injection, c'est moins physique. Oui. Que d'emmener quelqu'un dans sa douche, de lui faire prendre sa douche, de l'aider à se rhabiller. Et c'est pas juste, je trouve, pour les personnes qui auraient vraiment besoin de cette assistance-là. Alors bien sûr qu'il existe des comment ça s'appelle, des structures qui sont vraiment là pour les gens, mais les infirmières libérales sont remboursées par la sécurité sociale pour les patients. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand ils bénéficient d'une structure comme ça qui est prise en charge par la mutuelle. Ouais, là, et du coup, en fonction de la mutuelle, les personnes, elles peuvent pas toujours se payer ce genre de structure pour les aider. Donc, il y a des cabinets qui vont accepter de les prendre, d'autres non. Moi, je sais que dans mon 2e cabinet, on n'avait pas de soins d'hygiène. Ouais. Et on gagnait vachement mieux aussi, mais on courait aussi beaucoup plus parce que, à force de prendre des soins, on faisait, comme 10-60 passages à jour, et c'était très éclaté. On couvrait énormément donc il y avait aussi beaucoup de routes. Oui, il y a beaucoup de routes, justement. Et est-ce que justement, les frais de déplacement et tout, c'est à ta charge? Ou il y a une partie qui est prise en compte, qui est remboursée, Non, je crois que c'était à ma charge. Non, je crois que c'était à ma charge. Ouais. Bon, après, en soi, parce que je pense qu'en tant que libéral, tu dois avoir... mais après, tu les déclares. Tu les déclares, c'est ça. Au niveau recrutement, moi, c'est un truc où je suis assez curieux. Comment ça se passe Comment t'es recruté en tant qu'infirmière? Donc, tu postules, il y a des offres, c'est quoi? C'est un site, tu vas dans chaque hôpital, tu dis OK, tu veux un poste. Ouais, et comment ça se passe, le recrutement? J'avais fait des lettres spontanées dans des hôpitaux que j'avais sélectionnés. Donc, je sais plus, j'avais fait 3-4 lettres spontanées dans des hôpitaux qui pouvaient correspondre avec bien sûr un CV, une lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, j'essayais d'expliquer quel type de service je voudrais faire. Mais évidemment, la réalité, c'est que quand la DRH, elle vous appelle pour dire vous pouvez venir pour un entretien, bien souvent, les postes qu'ils ont à nous proposer sont pas toujours cohérents avec ce qu'on voudrait. Avec vos souhaits, oui. Exactement. Donc après, voilà, à nous d'accepter ou non l'offre qui nous est proposée. Et en libéral, j'avais trouvé les recherches de remplaçants sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes qui sont dédiés à ça, infirmières libérales remplaçantes. Je sais plus si c'était en Alsace. Donc voilà, j'avais trouvé comme ça. Et en fait, celles qui cherchent à faire des remplacements, elles peuvent écrire, dire voilà, je recherche un cabinet pour tant et tant de jours par mois dans tel secteur. À l'inverse, il va y avoir des cabinets qui vont écrire, qui cherchent, par exemple pour les vacances d'été parfois, ils recherchent un remplaçant pour couvrir telle période sur tant et tant de jours. Et puis voilà, c'est un peu comme ça, moi, en libéral, que j'ai pu retrouver mes cabinets, quoi. Et c'est souvent des... après, en tant que libéral, t'es à ton compte, mais en tant que infirmière en soi, avant à l'hôpital, c'est des CDD ou c'est plus des CDI? Moi, je crois que j'ai eu un CDI tout de suite. C'est bien, bénéfique. Je sais plus. Moi, il y a cette espèce de... dans le public, comment ils appellent ça? Il y a une période où on n'est pas tout à fait encore titulaire, c'est pas non plus une période d'essai, mais je sais plus, ça porte un nom. Et en fait, une fois cette période passée, ça reste quand même comme une période d'essai, mais ça s'appelle pas comme ça. C'est pas un peu contractuel? Oui, c'est ça. Et une fois que c'est bon, après, on devient titulaire. Mais il y a un délai, et aujourd'hui, je crois que ce délai, il est plus long que ce que moi j'ai vu. Ok. Je crois que c'est plus long, Et comment tu deviens libéral par la suite? Je pense qu'il y a des règles à respecter. Genre, je peux pas finir mon école d'infirmière et dire, OK, je veux faire libéral maintenant. Non, je crois qu'il faut travailler 2 ans en milieu hospitalier minimum. Et ensuite, il faut faire une demande au niveau de la sécurité sociale, de la CPAM. Ouais. Il y a un dossier à remplir. Ils étudient le dossier, la demande. Ils nous demandent des justificatifs. Il faut être inscrit à l'ordre infirmier aussi. Il y a pas mal de réglementations. Et ensuite, go, quoi. Ok. Ça va, mais il faut quand même justifier d'une expérience. Exactement. Tu peux pas venir du jour au lendemain et dire, OK, je fais infirmière libérale et c'est fait, quoi.
Ok, bah on a fini pour cette partie. Et maintenant, on peut passer un peu aux avantages et inconvénients du métier d'infirmière. Et même libéral, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées ou plus aimées, déjà, dans ton métier? Alors, plus aimé, oui. Ça, c'est assez facile. Je pense que c'est aussi ce qui m'a convaincue de faire ce métier-là, puisque j'hésitais dans différents métiers dans le médical. Ce qui m'a convaincue, c'est la diversité de l'exercice infirmier. Que ce soit finalement à l'hôpital où les services sont tellement différents les uns des autres qu'on ne fait pas forcément les mêmes soins. Le public, on peut passer vraiment du nouveau-né à la personne âgée dans différents domaines. L'infirmière peut travailler en laboratoire, elle peut travailler en milieu professionnel, enfin dans des entreprises, même si ça nécessite parfois des spécificités ou des modules de plus. Il y a pas mal de spécialisations. L'infirmière anesthésiste, l'infirmière de bloc opératoire, l'infirmière puéricultrice. Donc finalement, je trouvais que c'était quand même un métier de base qui nous ouvre après plein de portes différentes pour soit se spécialiser, soit changer assez facilement. Alors c'est pas toujours aussi simple, mais disons que si on veut... voilà, on a fait le tour d'un service, on veut voir autre chose, on veut accompagner une autre pathologie, d'autres personnes, un autre public, et ben on peut changer. Oui. Tout en gardant finalement le même métier, la même casquette et la même continuité. Oui, parce que de base, en fait, la base reste la même, mais après, du coup, c'est des spécialités, c'est plus de portes ouvertes. C'est ça. En vrai, c'est pas mal. Est-ce que c'est un métier éprouvant vraiment émotionnellement? Pour les personnes sensibles et empathiques, ouais, je dirais. Mais en même temps, on a besoin de ces personnes-là dans le métier. Et c'est là qu'elle est là. Je trouve que c'est peut-être le point négatif que je pourrais soulever pour le métier, c'est que je trouve que c'est un métier qui ne nous permet pas toujours de mettre l'humain au cœur du métier autant qu'il le faudrait. Et aujourd'hui, on court partout, on a des soins, on a pas mal de choses qui sont très formelles, très protocolaires. Mais pour ma part, et c'est ce qui a fait que j'ai quitté le métier, c'est que il faudrait beaucoup plus de temps pour l'humain et pouvoir prendre le temps, ne serait-ce que soigner ou accompagner la psychologie de l'humain. C'est déjà une grande partie dans le soin, mais c'est pas une partie qui est aujourd'hui reconnue comme étant palpable. Et quand on passe du temps en chambre pour accompagner quelqu'un, tendre la main ou l'écouter pleurer, et ben en fait c'est pas reconnu comme du soin. Donc derrière on va nous dire mais t'as les perfusions de là à faire et puis t'as ça à faire. Et en fait c'est dommage parce que en vrai cette personne elle avait besoin d'écoute à ce moment-là. Et voilà, je trouve que de courir après le temps et devoir parfois dire bonjour, je vous pose votre perfusion, et merci, au revoir. Ouais, alors qu'en fait ce qui a toujours fait contraste, c'est de me dire on pose une perfusion d'antidouleur, alors que la douleur elle est là. Oui, ouais, je comprends totalement. Et du coup, je trouve, ça collait pas avec mes valeurs. Il y avait un moment où courir après le temps et après les soins c'est bien. Mais la personne, elle n'a pas besoin que de soins physiques et malheureusement, elle n'est pas suffisamment accompagnée. J'ai joué un grand rôle dans mon dernier travail à l'hôpital où j'ai beaucoup collaboré avec la psychologue pour l'amener à rencontrer des gens qui, pour moi, nécessitaient d'être accompagnés. Malheureusement, le rôle de psychologue, pour certains, c'est un peu rejeté. J'ai pas besoin d'une psy. Oui, c'est souvent c'est ça. Oui. Souvent mal interprété, alors qu'en fait, juste elle a le rôle que nous on peut pas avoir. Quoi. Ouais. Mais je suppose que aussi à côté de ça, t'as eu aussi pas mal de moments de gratification, non? Ouais, il y a des grosses poignées de main qui nous feraient, qui sont vraiment chaleureuses, des gens qui nous remercient. Après, il y a de tout. Il y a toujours des gens qui sont moins polis que d'autres, mais sinon, oui, bien sûr que les gens, en général, nous remercient chaleureusement de ce qu'on leur a apporté, ou en tout cas les familles. Si on n'a pas, si c'est plus la personne qui peut nous dire merci, mais les familles, du coup, qui le font pour eux, quoi. Ok. Et justement, parce que je reviens un peu sur ce que tu disais juste avant ça. C'est peut-être éprouvant aussi. T'as beaucoup de gratification. À côté, c'est éprouvant émotionnellement. Et est-ce que toi,
autour de tout ça, t'as déjà vu justement des collègues qui étaient peut-être en phase proche d'une phase de burn-out, parce que je sais que ça arrive souvent. Moi, d'après les chiffres que j'ai eus et d'après ce que j'ai pu voir aussi, je sais que pour une infirmière justement au milieu hospitalier, la moyenne c'est 5 à 10 ans avant un burn-out. Après, je sais qu'il y a 40% du personnel infirmier aussi qui présente des signes un peu justement de détresse émotionnelle, de burn-out, etc. Est-ce que ça, toi, tu l'as vécu, tu l'as vu autour de toi, Alors je sais pas si c'était du burn-out, mais peut-être, je l'ai peut-être pas identifié comme ça dans les 25-30 ans, enfin voilà, quand j'étais encore sur le milieu hospitalier, mais il y a des infirmières ou des soignants, parce qu'il n'y a pas que les infirmières, des soignants, quel que soit finalement leur grade, qui peuvent être aigris, qui peuvent prendre une distance finalement assez violente, je trouve, qui se contentent de faire du technique et qui prennent une distance émotionnelle qui est pour moi... Alors, je dis pas qu'il faut être dans l'empathie absolument et pleurer avec le patient à chaque fois. Il faut réussir à trouver finalement la distance, mais qui est juste pour la personne aussi et pour le soin. Mais il y a des soignants qui choisissent de mettre une telle distance que ça en est presque violent de l'extérieur, parce qu'on se dit cette personne elle souffre vraiment, et de juste la traiter comme finalement un numéro parmi tant d'autres, c'est peut-être déjà des signes d'épuisement professionnel. Peut-être des gens qui ont trop souffert ou qui se sont tellement blindés parce qu'elles ne veulent pas souffrir, ou qu'elles en ont peut-être marre aussi de la cadence qu'impose le métier, qui fait que elles se disent moi je fais ça parce que il faut que ça roule en fait, et du coup elles font ça. Mais derrière il y a plus rien, quoi. Il y a plus d'humain, il y a plus d'émotion, enfin c'est presque de l'usine au final. Ouais, voilà, ça reste après ça devient un peu machinalement. C'est ça. Juste du coup on a fini cette partie. Donc franchement c'était très intéressant. Parcours très intéressant, on a fait infirmière en hôpital, on a évoqué aussi un peu libéral. Juste pour finir, clore un peu ce sujet infirmière, j'ai un petit quiz à te proposer. Où tu pourrais répondre par oui, non ou joker. Bon, il y a que 5 questions. Est-ce que t'es prête? Parti. Est-ce que t'as déjà vu des erreurs ou fautes graves? Vu. Erreur, oui. Faute grave, non. Ok. Est-ce que t'as déjà caché une journée difficile à tes proches? Oui, possible. Est-ce que tu as déjà confondu 2 patients? Une fois. Est-ce que tu as déjà menti à un patient pour le rassurer? Non, jamais. Est-ce que tu es considéré comme le médecin de la famille? Plus trop depuis que j'ai changé de casquette. Ok, écoute, merci d'avoir participé au jeu. Est-ce que dernière question, si tu avais un conseil à donner aux jeunes ou aux personnes justement qui veulent faire ce métier, tu leur dirais quoi? De rester dans l'humain le plus possible. On a vraiment des personnes qui ont besoin de nous en face. Oui, c'est sûr, parce que déjà être à l'hôpital, c'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle pour nous, déjà c'est pas drôle, c'est stressant, on est en terrain inconnu, on sait pas avec qui on est, c'est normal. Ok. Et du coup, suite à tout ça, toi, t'as fait une reconversion professionnelle. Exactement. T'es devenu photographe. Voilà. Et du coup, ça, on en parlera justement la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Du coup, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. La semaine prochaine, on vous présentera justement le métier de photographe de Virginie, pourquoi elle a fait une reconversion professionnelle. N'oubliez pas, du coup, d'activer la petite cloche, de vous abonner, vous aurez la notification. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.